On va parler donc de ce nouveau livre de Philippe Claudel, L'arbre du pays Toraja. C'est donc un narrateur qui est cinéaste, dites donc, qui vient de passer la cinquantaine, vous avez 54 ans, qui est donc assez proche de vous par certains aspects, on va y revenir dans le livre. Et la fracture qui va déclencher la crise de la cinquantaine chez cet auteur, c'est la perte de son meilleur ami, qui ressemble évidemment beaucoup dans le livre à votre ami très cher, disparu il y a quelques années, Jean-Marc Roberts, l'éditeur, votre éditeur chez Stock. Et au milieu de sa vie, cet homme prend conscience qu'il s'oriente à partir de maintenant vers la fin. Et il est dit dans le livre, moi j'aime beaucoup cette phrase, « La cinquantaine est la vieillesse de la jeunesse, et la soixantaine la jeunesse de la vieillesse. » C'est bien, c'est de vous ça. C'est beau, c'est une jolie phrase. Oui, en même temps, je vais vous reprendre immédiatement. Enfin, oui. Il ne sent pas venir la fin. Il n'y a pas de crise non plus. C'est simplement, moi, ce narrateur, il est proche de moi par certains aspects. Il s'en éloigne également. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, il y a eu différents moments dans la vie où je me posais des questions par rapport à ce que j'étais, qui j'étais, où j'en étais. Dans l'existence, on n'est pas obligé d'attendre des crises pour se questionner sur ce que nous sommes. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui a peur ou qui est hanté par... C'est pas du tout un livre déprimant, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est quand même un livre qui s'affronte à des sujets ou à des questions graves, puisque d'emblée, ce narrateur est confronté à l'annonce de la maladie grave de son meilleur ami, qui est son producteur dans le livre, Eugène. Donc ce qui a été à l'origine, si vous voulez, du livre, c'est effectivement le questionnement qu'on peut avoir à un moment de notre vie, quand on avance, on voit se dépeupler nos entourages, et c'est la loi de la vie et de la mort. On perd des amis, on perd ses parents, on perd des proches. Pour autant, nous sommes là. Nous sommes en vie et nous sommes dans le vivant. Et ça a été un questionnement que je me suis fait à partir d'expériences personnelles. Qu'est-ce qui fait que moi je suis là? Comment puis-je résister, tenir après les épreuves rencontrées, la perte, la maladie? Et comment aussi faire en sorte que la vie soit toujours une célébration, soit toujours une fête, qu'on soit toujours dans l'appréciation de ce vivant, alors que la mort frappe à notre porte, que la maladie aussi rôde? Eh bien, je pense qu'il faut arriver à composer un équilibre avec cette partie noire de notre existence, mais que nous connaissons tous un jour ou l'autre, trouver un équilibre de façon à ce que chaque jour, chaque minute, chaque seconde soit une célébration justement de ce qui nous tient debout. C'est exactement le livre qui, j'allais le dire, est un livre sur l'amitié, le temps qui passe, la vie, la mort, la maladie, mais qui n'est pas du tout déprimant. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, je dois le dire, et beaucoup touché, qui est un hymne à la vie, l'amour, enfin beaucoup de choses très, très positives et qui font beaucoup de bien. Je ne sais pas à quel point ce que vous racontez au début du livre a pu être déclencheur dans l'écriture, et je voudrais qu'on en parle tout de suite. Toraja, c'est un titre qui nous emmène très loin sur une île indonésienne où vous êtes allé, une île qui s'appelle Sulawesi, où un peuple consacre obsessionnellement une grande partie de sa vie autour de la mort et des rites funéraires. Racontez-nous un peu cette découverte, à quelle occasion vous l'avez faite? Volontairement ou pas d'ailleurs? Oui. Bah, écoutez, l'Indonésie, c'est un pays dans lequel je vais assez souvent. Donc, comme on le sait, c'est un archipel qui est constitué de milliers d'îles. Et l'une que je n'avais pas encore visitée s'appelle Sulawesi, les célèbres en français. Et sur cette île vit le peuple Toraja. C'est pas du tout un voyage d'aventurier. Je suis persuadé que beaucoup parmi nous ici ce soir sont déjà allés là-bas. N'importe qui peut y aller. C'est pas l'île la plus fréquentée, mais c'est un voyage presque de tout repos. Et les Toraja sont un peuple qui se caractérise notamment par une chose, c'est le rapport qu'ils entretiennent avec la mort. Lorsque l'un des leurs vient à décéder, il faut absolument réunir toute la parenté pour que les funérailles soient célébrées. Donc, y compris la parenté très lointaine. Oui, même exilée en Europe, aux États-Unis, etc. Ça peut être des milliers de personnes. Hein. Ça peut être des milliers de personnes. Ça peut prendre des mois, voire des années. Pendant ce temps-là, on conserve le corps du défunt, qui n'est pas considéré comme complètement mort. On le garde. Et une fois qu'on a réuni l'argent qui va permettre de payer le voyage à tout le monde, d'acheter le bétail qui va être sacrifié, de construire les maisons qui vont servir d'hébergement pour tous les invités, on peut célébrer les funérailles. Ce qui fait que la mort, on le comprend, occupe une place donc qui est extraordinairement centrale, obsédante, tout à l'inverse de ce que nous avons construit, nous, comme rapport, surtout ces dernières décennies, avec la mort dans les pays occidentaux, en France notamment, où finalement les funérailles deviennent des funérailles express. Nous n'avons de cesse d'éviter la mort, d'être dans une stratégie plutôt de cécité, ce qui, à mon avis, n'est pas la meilleure façon de l'affronter, ce qui la rend peut-être encore plus inquiétante et encore plus obsédante. Et puis, alors,
près d'un des villages de Raja, il y en a plusieurs, mais près d'un village, on m'a montré un arbre absolument spectaculaire, très très grand, au tronc très fort, dans lequel, il y a quelques années encore, on inhumait les jeunes enfants, les petits bébés qui venaient à mourir dans les premiers mois de la vie. On creusait un trou dans cet arbre, dans le tronc, on creusait une petite cavité, on y mettait le petit corps, on refermait avec des branchages et des linges, et on attendait donc que l'arbre se referme au fur et à mesure des années, cicatrise avec son écorce, et emmène symboliquement, finalement, le petit mort vers le ciel. Ce que vous venez de décrire, si vous le voulez bien, on va le voir en image. Regardez. Oui, voilà. Donc là, on voit certains de ces arbres. On devine encore les cavités. Certaines se sont refermées, certaines sont en cours de transformation, de cicatrisation. Et ce qui m'avait frappé, si vous voulez, c'était toute la poésie que suggère cette pratique. Et en même temps, sa symbolique. C'est-à-dire que les Toraja confient du mort à du vivant et font participer le mort à la vie d'un organisme vivant, en l'occurrence végétal. Ça a été le début d'une réflexion. Je me suis dit, mais où plaçons-nous, nous, nos morts ? Est-ce que moi-même, je suis un arbre du pays Toraja ? Est-ce que, finalement, ceux qui ont compté pour moi, parents, amis, je les ai quelque part en moi, et une fois que la cicatrisation est faite, une fois que la grande douleur immédiate après le deuil s'est un peu estompée, est-ce qu'ils participent à ma vie ? Est-ce qu'ils me nourrissent ? Parce que c'est ça qui est très beau aussi, c'est le fait que la mort nourrit le vivant. Donc ça a été le début d'une réflexion sur ce dont j'étais fait, ce dont nous sommes faits les vivants, et quelle place nous accordons à la mort dans nos existences. Et alors ce que montre leur tradition de manière très prégnante, vous venez de le raconter à l'instant, et qui se produit également chez nous, mais on n'a pas évidemment confiance lorsqu'on est dans la perte d'un être cher, c'est ce pouvoir des morts de rassembler les vivants. Et vous le décrivez très très bien dans une scène d'enterrement de votre ami. Oui, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que ce qui est très très beau parfois, c'est que les vivants continuent, alors leur existence, on pourra en reparler, en étant en nous. C'est vrai que moi personnellement, je ne cesse d'avoir des dialogues avec mes morts et je ne cesse de m'éblouir de la façon dont ils me nourrissent, dont ils me tiennent en vie, dont ils me fabriquent encore. Donc il y a cette sève toujours en moi qui est là, qui n'est pas du tout macabre, qui est plutôt une présence rassurante, nourricière. Et puis, alors l'autre dimension, celle que vous évoquez, c'est que je pense qu'on a tous vécu ça lorsqu'on est dans ce moment triste, forcément triste, douloureux, qui est un enterrement. On se trouve avec d'autres personnes qui ont connu le défunt. Et parfois, on est étonné. On se dit, tiens, je ne connaissais pas ces personnes-là. On découvre soudain d'autres facettes. En l'occurrence, là, ce narrateur découvre d'autres facettes de la vie amicale de son ami. Il avait d'autres amis, il voyait d'autres gens. Et finalement, le mort est là aussi pour créer des chaînes humaines, pour faire se rencontrer des vivants qui ne s'étaient pas rencontrés sans lui. Il continue finalement son travail humain, qui est celui du lien, qui est celui de la communion, de la communauté. Et c'est beau de voir ça, et en l'occurrence, moi je l'ai encore vérifié avec cet ami qui m'a inspiré en partie le personnage, Jean-Marc Roberts, qui était aussi mon éditeur, qui est mort il y a 3 ans. Je suis devenu, depuis, proche de certaines amies qu'il avait, mais on ne se connaissait pas. Et s'étant rencontrés à son enterrement, on a maintenant des relations qui nous font nous parler de lui dans un premier temps, mais après aussi nous parler de nous-mêmes simplement et continuer à aller dans la vie. Alors, la réflexion du livre, une des réflexions, il y en a beaucoup, on y reviendra, c'est justement comment nous pouvons vivre avec ces êtres disparus, les souvenirs, et puis de quoi se constitue le vivant. Il y a ces quelques lignes qui sont très belles à la page 47. « Nous autres vivants sommes emplis par les rumeurs de nos fantômes. Notre chair et la matière de notre âme résultent de combinaisons moléculaires et du tissage complexe de mots, d'images, de sensations, d'instants, d'odeurs, de scènes liées à celles et ceux que notre existence nous a fait côtoyer de façon passagère ou durable. Poursuivre sa vie quand autour de soi s'effacent les figures et les présence revient redéfinir constamment un ordre que le chaos de la mort bouleverse à chaque phase du jeu. Vivre, en quelque sorte, c'est savoir survivre et recomposer. » Voilà, c'est très beau. Non, mais c'est vrai que on peut considérer l'existence de différentes façons. La vie, c'est quand même quelque chose de curieux, c'est un jeu assez étrange qu'on est forcé à jouer. On n'a pas le choix. Et on peut considérer soit... Alors, si on est soutenu par une foi quelle qu'elle soit, on a une explication à cette incohérence du vivant, on a une espérance aussi après la mort. Si on est en dehors de toute foi, il faut quand même s'inventer aussi des raisons d'exister, des raisons de vivre, et j'allais dire des raisons de survivre. Et ce qui m'a toujours apparu extrêmement frappant, ça avait déjà fait l'objet de certains livres dans le passé que j'avais pu faire, comme le rapport de Brodeck par exemple, c'est que l'être humain
est faible, est petit, est fragile, mais il est quand même d'une solidité exceptionnelle. Pour reprendre la métaphore de Pascal, on est un roseau pensant, c'est-à-dire qu'on est le moindre vent, la plus petite bourrasque nous courbe, mais en même temps, nous ne plions pas, nous ne cédons pas, et nous pensons. Nous sommes tout petits perdus dans l'univers, pour reprendre encore une citation de Pascal, où Pascal dit par la taille, l'univers me comprend. Évidemment, je suis perdu dedans, mais par l'esprit, par la pensée, je le comprends. Donc on a ce paradoxe d'être des créatures infimes, fragiles, ridiculement microscopiques, et en même temps d'être, par la force de la pensée, de grandes créatures qui sommes capables de créer, d'inventer des romans, des films, de la peinture, de l'architecture, de toutes sortes de choses. Et en même temps, ce qui me fascine, c'est cette force que nous avons devant des drames humains. Alors soit des drames individuels, c'est vrai que quand le deuil nous frappe, il y a ce moment terrible de la perte de l'autre, de l'être aimé. Et ça, c'est pas quantifiable. C'est pas une question de jours, de semaines, de mois, d'années. Ça dépend des individus. On est inégaux devant les deuils, et les deuils sont inégaux. Perdre un vieux papa ou une vieille maman, comme ça a été mon cas, c'est pas la même chose que perdre un enfant. Mais après le moment terrible, qui n'est donc pas, qu'on ne peut pas délimiter, un moment, la vie est là. Il y a cette conscience de la vie qui revient. Cette conscience de la vie qui nous fait aller et continuer dans l'existence. Et ce qui m'avait intéressé dans le rapport de Brodeck, c'est de rendre hommage et de témoigner de façon fabuleuse, dans un roman qui était presque un conte, de tous ces gens qui étaient revenus des camps de la mort, qui avaient tout perdu parfois, femmes, enfants, conjoints, et qui, revenus de cet enfer, avaient reconstitué des familles. S'étaient mariés à nouveau, avaient de nouveau fait des enfants. Quelle est cette force qu'il y a en nous pour que finalement, elle ne s'arrête jamais, même lorsque la mort prend des tributs considérables. Et ça, c'est fascinant, cette espèce de paradoxe de cette petite chose, de cette petite créature que nous sommes, mais qui contient en elle des forces du vivant qui sont incommensurables. Et vous pensez que nous avons une responsabilité, c'est un peu ce que vous dites dans le livre, de continuer à vivre au nom de ceux qui ne sont plus là? Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Vous le savez comme moi, on parle beaucoup depuis quelques années, quelques décennies, de ce fameux devoir de mémoire. On pourrait en parler longtemps, il ne faut pas non plus qu'il devienne obsédant, qu'il devienne proliférant. Il y a une juste mesure à trouver. Mais à côté du devoir de mémoire, il me semble qu'il y a un autre devoir qui est le devoir du vivant, qui est tout aussi important. Nous qui sommes vivants, nous avons le devoir d'être en vie, et nous avons le devoir de l'être plus encore, notamment pour ceux qui ne sont plus là. Et dans ces moments que nous traversons depuis quelques mois, avec cette ponctuation terrible d'attentats qui ont touché la France, qui ont touché la Belgique, qui touchent d'autres pays dans le monde, il me semble que lorsque certains d'entre nous, par le fait du hasard ou de la folie, sont retirés de l'existence, eh bien ceux qui restent ont le devoir de vivre encore plus pour eux, et d'être encore plus dans cette célébration de la vie, dans cet appétit de la vie. Et il ne faut pas, si vous voulez, que les forces mortifères triomphent. Il faut au contraire que ce soit les forces du vivant qui triomphent. Et la perte d'un proche vous donne la force de vivre plus pleinement encore ? En tout cas, pour moi, oui. Encore une fois, passer les moments difficiles de l'après-deuil immédiat. Mais c'est vrai que la mort s'est un peu invitée autour de moi ces dernières années. J'ai perdu mon papa, ma maman, des amis, mes tantes, mon meilleur ami, une belle-sœur encore récemment. Et tout cela, au lieu de m'affecter, même si ça m'affecte quelque part, mais ça me renforce encore plus dans cet appétit de vivre, dans cette célébration de la vie, dans ce plaisir d'être là, notamment ce soir. C'est-à-dire que voir que nous pouvons nous réunir autour d'un livre, que ce soit celui-ci ou un autre, ça témoigne d'une chose, c'est que nous ne sommes rien seuls et que nous continuons à être à plusieurs. Et que la communauté humaine se tisse sur des livres, sur des paroles, sur des rêves. Mais c'est être ensemble qui est important. Et je crois qu'encore plus aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons je sens ça dans les rencontres que je fais chaque soir. Il me semble qu'il y a une plus grande urgence, une plus grande intensité à se retrouver, à parler, à dialoguer avec des livres qui en sont les prétextes ou les tremplins, ou avec autre chose. Je vous invite à lire, si vous voulez bien, ce passage, parce que j'aime beaucoup aussi quand les auteurs lisent leurs propres mots. Vous lisez jusqu'où vous voulez, à partir en bas de 141. Je me suis rendu compte, Eugène disparu, combien notre amitié était une amitié de mots, et combien ces mots échangés avaient constitué pour moi, durant des années, une charpente de cette maison que nous tentons tous de construire, avec patience et difficulté,
et qui s'appelle la vie. La mort d'Eugène a interrompu le chantier. Si certaines pièces sont achevées et me satisfont, beaucoup d'autres nécessitent des interventions plus ou moins importantes. D'autres encore n'en sont qu'au stade de l'esquisse sur la table de l'architecte. Il me semble aujourd'hui que, grâce à ce récit libre dans sa forme, dans son agencement et dans son déroulé, non seulement je force Eugène à rester auprès de moi, je le maintiens sous une sorte de respirateur artificiel, dans un coma qui n'est pas tout à fait la mort, mais je reprends aussi les travaux de ma maison. J'avance sans doute moins vite et travaille moins bien que lorsque nous étions deux, mais je continue. Dans le même mouvement, le texte devient le lieu de notre amitié. Eugène est là, dans les pages, les lignes ou entre elles. Le récit est sa chambre plutôt que son tombeau. Et Ninon a raison. Peu importe que la dalle de son monument soit de simple ciment et qu'elle s'effrite au fil des mois, Eugène n'est plus en dessous, il est ici. Le texte est devenu l'arbre du pays Toraja. Merci. Ce que vous dites, c'est que vos morts continuent de vous donner. Oui, et puis surtout, ce qui m'intéressait dans le livre, c'était d'inspecter un sentiment rare, me semble-t-il, et pas si répandu que ça, qui est l'amitié. J'ai l'impression que nous tous, dans notre vie, avons la chance, une fois, voire plusieurs fois, de rencontrer l'amour. Une grande histoire d'amour. Certaines durent, d'autres ne durent pas. Mais est-ce que nous tous rencontrons au moins une fois une grande histoire d'amitié? J'en suis pas certain. Alors je m'étais déjà interrogé de façon romanesque sur ce sentiment dans un livre il y a longtemps qui s'appelait La petite fille de Monsieur Lynn, qui était déjà un récit d'amitié. Mais j'avais envie de revenir au gré d'une expérience plus personnelle, qui était celle de cette amitié avec Jean-Marc, sur ce sentiment. Qu'est-ce que c'est qu'être ami? Comment cette relation naît? Comment surtout s'entretient-elle? Comment se nourrit-elle? Et en examinant cette propre histoire que j'avais eue avec Jean-Marc, je me suis rendu compte que notre amitié, c'est surtout une amitié de mots. Alors peut-être parce que nous étions des hommes de mots, lui éditeur et auteur, moi auteur, mais surtout parce que géographiquement, nous n'étions pas dans la même ville, il habitait Paris, moi je suis toujours en Lorraine, donc on se parlait tous les jours, mais au téléphone. On se voyait finalement physiquement assez peu dans une année. Et nous avions de longues conversations chaque jour. Nous parlions de tout, de livres, de cinéma, de vin, de paysages, de voyages, de tout ce qui peut nourrir une conversation. Et nous avions besoin de ces conversations. C'est pour ça que cette image de la maison s'est imposée. C'est vrai que j'avais l'impression soudain qu'on construisait quelque chose ensemble, on construisait une maison de mots. Alors, tout cela disparaît quand ce sont des mots volatiles. Je suis en train de me plonger dans un auteur que je n'avais lu que par bribes pour l'instant, qui est Madame de Sévigné. Et j'ai un plaisir infini à lire ses lettres en ce moment, parce que finalement, notre modernité nous prive aujourd'hui, me semble-t-il, des nouvelles Madame de Sévigné. Nous échangeons par téléphone, nous échangeons par message, par mail, mais tout cela est excessivement volatile. Même les mails qui sont des choses écrites, je ne pense pas que les gens les gardent. Ça disparaît dans une sorte d'abîme informatique. Et pourtant, quand on revient 3 siècles plus tard, dans les mots de Madame de Sévigné, les mots échangés notamment avec sa fille, comme on le sait, c'est extrêmement émouvant. Parce que dans les mots se tient le véritable cœur, le véritable esprit des gens. Et y compris lorsque ce ne sont pas des Madame de Sévigné. Personnellement, j'ai quelques textes comme ça à la maison de ma mère ou de mon père, qui n'étaient pas du tout des intellectuels, c'était des gens extrêmement modestes, mais j'ai quelques mots de leurs mains, et j'avoue qu'à chaque fois, ça m'émeut beaucoup plus de revoir leur écriture, de lire les mots avec la façon dont ils les ont tracés, que de voir des photographies, par exemple, ou même d'entendre leur voix sur des petits enregistrements que j'ai, comme si le mot, littéraire ou pas, était une sorte de réservoir absolument essentiel de ce que peut être la personne ou de ce qu'elle a pu être. C'est étonnant dans votre relation d'ailleurs avec votre ami, c'est finalement, enfin c'était peut-être pas le cas, mais c'est plus lui qui vous nourrit en termes de mots, de livres, parce qu'il vous donne des livres régulièrement et vous dit « ça devrait te plaire ». C'était une relation comme celle-là où vous échangiez vous aussi? Alors là, c'est le narrateur, c'est dans le livre. Oui, c'est le narrateur. Oui. Donc, c'est vrai que comme j'écris souvent la première personne, on a toujours tendance un peu à confondre les deux. Mais ce que je voulais montrer là, c'était aussi une autre dimension, si vous voulez, de cette amitié. Parce que
Quand mon ami Jean-Marc Roberts est mort, j'ai perdu un ami, mais j'ai aussi perdu mon éditeur. Eh oui. Donc il y a une sorte de double deuil. Et ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est de mettre en lumière et en avant ce que peut être une relation entre un créateur et celui qui permet cette création. En l'occurrence, là j'ai pris donc un narrateur qui est cinéaste, et l'ami est producteur. Donc vous avez connu les deux facettes. Voilà, comme je connais un peu les deux, il me plaisait aussi de faire un roman sur le cinéma et sur la façon dont les films naissent. Mais ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était de montrer que c'est quoi finalement un producteur? C'est quoi un éditeur? Généralement, producteurs et éditeurs sont des gens de l'ombre. Le public ne les connaît pas, ne les voit jamais. On met en avant l'écrivain ou le metteur en scène. Ceux qui permettent la création disparaissent, se tiennent dans une distance et dans une mesure comme ça qui fait qu'ils ne sont pas connus, alors qu'ils sont essentiels. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon éditeur? Qu'est-ce que c'est qu'un bon producteur? C'est quelqu'un qui va mettre le créateur dans les conditions optimales pour qu'il puisse créer. Et en l'occurrence, la relation qui est racontée dans ce livre, elle est faite de conversations souvent univoques. Ils se voient, l'un parle, l'autre écoute. La fois suivante, c'est inversé, presque dans une sorte de dimension psychanalytique de l'écoute et de la parole. Et puis, de temps en temps, l'air de rien, le producteur offre un livre au narrateur en lui disant « Tiens, tu devrais lire ça, ça devrait te plaire ». Et effectivement, à chaque fois, ça lui plaît. Et non seulement ça lui plaît, mais il se rend compte que les livres que lui offre Eugène sont des jalons et en même temps sont des déclencheurs. Vont orienter un projet qui, pour l'instant, est peut-être dans une impasse, vont cristalliser des désirs qui vont amener à la réalisation d'un film. Il a l'art, avec les livres, de conforter ou de déranger ou de réorienter un créateur qui, sans lui, n'a plus vraiment toute sa boussole. Et en même temps, ce qui m'intéressait aussi, c'est de montrer que quand on y réfléchit, pour offrir un livre à quelqu'un, et que ce livre plaise à la personne, il faut vraiment bien le connaître, me semble-t-il. Il faut vraiment avoir soit beaucoup d'intuition, soit une fréquentation longue de la personne. On n'offre pas n'importe quoi à n'importe qui, ou on peut se tromper en offrant des livres. Mais pour qu'un livre touche vraiment, ça suppose que celui qui l'offre connaisse vraiment bien celui à qui il l'offre. Donc ça vous a permis, ce livre, de maintenir votre ami près de vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et puis de le faire passer d'un statut d'être vivant à un statut de personnage. C'était aussi un des enjeux du livre pour vous? C'était pas un des enjeux, c'est simplement une sorte de, comment dirais-je, de métamorphose naturelle. Quand il y a 3 ans, Jean-Marc Roberts est mort, le jour de sa mort, j'ai commencé à écrire un texte où je m'adressais à lui. J'avais envie de continuer, mais vraiment sur le vif, cette parole, cette conversation, cette amitié. Ça a donné un petit texte que j'ai publié 2-3 mois après sa mort qui s'appelle Jean Barque, B-A-R-K, parce qu'en fait, dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, La petite fille de Monsieur Aline, il y a un des 2 personnages qui s'appelle Monsieur Barque. Et suite à ce livre, chaque fois que Jean-Marc m'envoyait un petit mot, il signait Jean Barque. Donc c'était devenu un peu un jeu entre nous. Donc je publie ce livre très vite, qui est un témoignage du réel, si je puis dire. C'est-à-dire que le jeu qui parle, c'est vraiment moi, et l'être que je mets en scène, c'était vraiment lui, sans volonté de déformation romanesque ou fictionnelle. Et puis les années passent. Les années passent, et ce qui est intéressant, on en revient à l'arbre. C'est-à-dire comment finalement des blessures, des êtres morts qu'on incorpore, deviennent des présences, et notamment des présences nourricières. Et comment elles se métamorphosent. Cet être existant que j'avais connu, dont la perte m'a profondément touché, est devenu, au fil du temps, un personnage de fiction. Et 3 ans plus tard, il est incarné, plus ou moins, sous les traits de cet Eugène. C'est-à-dire que non seulement l'être vivant est devenu personnage de roman, mais en même temps, l'éditeur mort a continué à faire son travail puisqu'il m'a fait écrire le livre. Alors, on va revenir à la place de la mort de notre société. Vous en avez un peu déjà parlé tout à l'heure, parce qu'elle est vraiment, vous le disiez, à l'inverse du peuple Toraya. C'est vrai qu'on la nomme le moins possible, on essaie même de la tuer en voulant nous rendre immortels, c'est ce qu'essaye de faire Google aujourd'hui. En quoi est-ce que cette attitude, vous avez commencé à en parler un peu tout à l'heure, c'est une erreur, selon vous? Il me semble que toutes les stratégies d'évitement sont des stratégies qui sont dictées par la peur, mais finalement fomentent des complots intérieurs dont les répercussions sont encore plus terribles que de regarder en face ce qui nous fait mal. Quand je réfléchis
j'ai 54 ans. Quand j'avais une dizaine d'années, donc il y a une quarantaine d'années, et c'est pas très très vieux, lorsqu'il y avait des décès dans ma famille, notamment vosgienne, le temps des funérailles, avant, après, ça prenait à peu près une semaine. Oui. La personne mourait, généralement le corps était présenté sur son lit dans la maison. Pendant 3 jours, ce corps était veillé. On était donc dans l'accoutumance de cette vision du mort. Un mort d'ailleurs qu'on ne grimait pas au trait du vivant, comme c'est le cas maintenant, où on ne cesse, avec le maquillage et la coiffure, de donner des couleurs de la vie à qui est mort, ce qui est quand même assez curieux. Donc on était là, 3 jours, la famille, les voisins venaient, les amis passaient, il y avait toujours quelqu'un, on parlait de la personne, on riait, on pleurait, on en parlait. Ensuite, il y avait la cérémonie religieuse, pour qui croyait, c'était le cas dans mes familles. Donc il y avait cette cérémonie à l'église, cet enterrement qui durait longtemps. Ce n'était pas non plus un enterrement en 20 minutes. C'était quelque chose qui avait le temps, ce temps du sacré qui sacralise l'instant, qui sacralise le passage. Et ensuite, après, il y avait le cimetière, qui lui aussi était une autre partie de la cérémonie. On accompagnait le corps jusqu'à la fosse. À nouveau, on se recueillait, on descendait le cercueil, encore une prière. Ensuite, il y avait tout ce temps plus festif, si je puis dire, où la famille du défunt invitait un entourage assez large à partager du café, des brioches, du vin cuit, etc. Puis ensuite, pour les membres de la famille, il y avait encore un repas, un dîner suivi d'un repas encore le lendemain. Tout cela prenait une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, peu à peu, s'installait en nous, me semble-t-il, la conscience de la mort, la conscience de la disparition. Aujourd'hui, avec notre mode de vie, qui fait que les familles sont quand même plus éclatées géographiquement, nous ne sommes pas du tout dans le petit détorageat de faire revenir tout le monde, ou si nous faisons revenir tout le monde, il faut vite que les gens puissent repartir très vite. Donc la cérémonie est réduite à presque rien. Et le fait qu'elle soit réduite à presque rien rend la douleur peut-être encore plus grande et ne permet pas ce travail d'accoutumance à la mort. Et pour reprendre le terme qui est utilisé par certains peuples africains, on n'a pas le temps de tuer le mort. Et si on ne tue pas le mort, ben, il est là tout le temps. Sa présence devient souterraine, obsédante, inconfortable. Hein, et nous vivons dans cet inconfort de la mort. Et quelque chose aussi de personnel qui m'a fait très très tôt avoir finalement une relation plus apaisée avec la mort, c'est que j'ai eu la chance de grandir face à un cimetière. La maison de mes parents était face au cimetière. Alors ça peut paraître macabre comme voisinage, mais moi, dès l'enfance, en regardant en face de chez moi, je savais là où j'allais finir. Et j'en ai conçu aucune pensée négative, aucune angoisse. Simplement, je savais que moi, petit garçon, un jour, je serais là. Et ce lieu, qui était le lieu de la mort, était aussi le lieu des jeux avec mes camarades. C'était le lieu où je voyais des familles, justement, venir se recueillir, où chaque Toussaint, je voyais une floraison de chrysanthèmes magnifiques. Ça devenait un lieu du vivant, comme une sorte de vanité en peinture qu'on m'aurait mis constamment sous les yeux. Je n'en ai pas tiré justement une sorte de caractère mélancolique ou orienté vers le macabre, mais plutôt une confrontation directe avec ce que je rappelle dans le livre, cette fameuse phrase de Montaigne, « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Philosopher, ça ne veut pas dire s'obséder chaque jour en pensant à la mort, ça veut dire simplement en être conscient, savoir quel est le terme de notre existence, et du coup, avant cette fin, qui nous attend tous, profiter de chaque minute. Ce n'est pas parce que soudain on sait qu'à la fin d'une très belle journée d'été, un orage terrible va s'abattre, qu'il faut rester claquemuré en attendant cet orage. Non, il faut évidemment profiter de ce soleil. Est-ce qu'il y a 10 ans, vous aviez la même conscience de la chance que vous avez d'être vivant aujourd'hui ? Moins. Je pense que c'est aussi... alors, sagesse, le mot serait peut-être un peu grave et un peu pompeux, mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus j'avance, plus je me dépouille, à la fois de choses extrêmement superficielles, de penser qu'ils sont aussi, et je vais vers une forme de sérénité qui d'ailleurs plaît bien à mon entourage. Je m'énerve de moins en moins, donc plutôt une bonne chose, ça. Hein. Mais c'est vrai que je suis sans cesse en train de me dire, alors que je ne pratique aucune, comment dirais-je, il y a certains accompagnements, hein, soit d'attitude, de philosophie, de pensée ou de forme de travail sur son corps, le yoga ou autre, qui vous font effectivement vous délester de pensées négatives. Moi, je ne passe pas par ça, j'essaye de le faire seul,
mais en me disant que oui, l'énergie que j'ai plus l'intention de la consacrer à faire en sorte qu'elle soit une énergie positive qu'une énergie négative. Et puis, cette conscience du temps qui se rétrécit, forcément, plus on avance, moins il y en a devant soi. Mais en même temps, je le savoure encore plus, et je suis dans une dimension plus épicurienne aujourd'hui que jadis. Mais comme c'est aussi un des problèmes du personnage principal, qui a une cinquantaine d'années, et qui, certes, a été confronté à la mort, mais se trouve aussi confronté à l'amour. Et il se trouve que l'amour qui intervient dans sa vie est incarné par une femme qui est beaucoup plus jeune que lui. À 23 ans. Ouais. Et ce narrateur a énormément de scrupules, parce qu'il ne supporte pas ce décalage horaire entre elle et lui. Et quand cette jeune femme lui dit « mais c'est pas grave l'âge, alors on s'en fout de ton âge, notre différence d'âge », il dit « oui mais ça c'est des propos de jeune personne qui a du temps plein les poches et qui est capable de le jeter par les fenêtres, alors que bien sûr quand on avance dans la vie, on commence à compter ses pièces et on tient à chacune de ces pièces. » On devient un comptable avaricieux, dites-vous, c'est ça? Ouais, ouais. Un comptable avaricieux du temps, ouais. Bien sûr. Tiens, mais d'ailleurs, ça tombe bien que vous citiez cette relation avec la jeune fille. Je vous propose de lire, vous lisez pareil, jusqu'où vous le souhaitez, la beauté d'Héléna. Oui. La beauté d'Héléna me troublait car elle n'était pas faite pour moi. J'étais un intrus dans son existence, un goujat qui apporte les soucis et le poids de son âge, ses muscles relâchés et sa peau qui commence à se rider comme la surface d'un vieux lac glaciaire sous le vent, à s'étoiler de petites taches de rousseur, oui, un intrus, qui s'invite en titubant au beau milieu d'une fête de la chair, où tout n'est que fermeté, grain pur, d'hermes soyeux. Une main avait tordu nos deux courbes du temps, essayant de les confondre, de les unir, mais elles restaient distinctes et étrangères, bien que collées l'une à l'autre. Quand, après l'amour, Héléna venait poser son visage dans le creux de mon épaule et fermer les yeux, je ne pouvais m'empêcher de songer qu'elle s'endormait sur la mort, que j'étais un gisant, mais qu'elle ne le savait pas encore, que nous vivions un conte noir où une jeune femme frappée par un sortilège s'éprend d'un squelette dont elle est la seule à ne pas percevoir l'apparence terrifiante. Bien sûr, je ne lui disais rien de cela. Je ne lui disais pas non plus que lorsque je la caressais, je pensais à Florence, à toutes les caresses que j'avais déposées sur son corps à elle, que le temps avait rendu plus onctueux, qu'il avait fatigué, mais d'une fatigue souriante qui me le faisait aimer davantage à mesure que les années passaient. Le corps des jeunes femmes fait songer à des pierres parfaites, polies, sans défaut, scandaleusement intactes. Celui des femmes possède le parfum patiné des jours innombrables où s'amalgament sensuels les moments de plaisir et ceux de l'attente. Il devient le velours assoupli des années. Laquelle des deux, d'Héléna ou de Florence, me faisait être le plus vivant? Faire l'amour avec Florence me rendait à moi-même, faire l'amour avec Héléna me forçait à devenir un autre. Il ne s'agissait pas de prendre un nouveau départ, un nouvel élan, ce qui aurait pu se révéler heureux, mais de s'observer à distance, dans un dédoublement aux conséquences calamiteuses. Je savais que notre relation ne pouvait que conduire à faire grandir en moi une amertume qui s'était installée après la mort d'Eugène, comme une lointaine cousine de province, revêche et grise, débarquée sans crier gare et qui s'installe chez nous à demeure sans que nous ayons notre mot à dire. On ne sait trop d'ailleurs le but qu'elle poursuit. Nous surveiller, nous narguer, nous faire comprendre quelque chose, nous avertir, nous juger. J'ai lu quelque part que la cinquantaine est la vieillesse de la jeunesse et que la soixantaine est la jeunesse de la vieillesse. On s'arrange comme on peut avec les mots, ce n'est pas cela qui fait partir la cousine. Ah oui, vous pouvez. Alors, ce narrateur, il a 50 ans, il se pose des questions assez naïves, finalement. Il se dit pourquoi on meurt, pourquoi on est malade, pourquoi la maladie arrive-t-elle à ce moment-là? C'est vrai que pourquoi à 50 ans se poser des questions d'enfant, comme ça le dit? Alors, surtout, pourquoi on tombe malade, Ouais, pourquoi on meurt, bon, mais le fait d'être confronté à la maladie de son ami, qui lui apprend un jour, voilà, écoute, j'ai un vilain cancer. Il lui dit, tu vas rire, j'ai un vilain cancer. Oui, parce que c'est vrai que là aussi, je pense qu'on a tous observé, certains d'entre nous affrontent la maladie avec une forme de négligence, comme ça, de légèreté, d'autres au contraire s'effondrent. On est très très inégaux face à la douleur quand elle nous touche et quand elle touche ceux qui nous sont proches. Mais en l'occurrence, la question que se pose immédiatement le narrateur, c'est mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on tombe malade?
Et c'est une question, comme vous l'avez dit, naïve, une question d'enfant, presque, enfin oui, puérile, stupide, pourrait-on dire. Mais en même temps, c'est vrai que c'est intéressant, en tout cas ça l'intéresse, et moi ça m'a intéressé de me poser cette question. Est-ce qu'il y a des moments, alors en dehors évidemment des causes connues, avérées, médicales, il est évident que si je fume 3 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans, j'ai plus de risques de développer un cancer du poumon que quelqu'un d'autre. Mais si on met de côté voilà, tous ces facteurs qu'on connaît bien, on sait bien que éviter ces facteurs à risque ne suffit pas pour autant à nous garantir une santé irréprochable. Qu'est-ce qui fait donc qu'à un moment, il y a des circonstances dans la vie, il y a une perméabilité, il y a une météorologie, que sais-je encore, il y a une alimentation, il y a un état d'esprit. Est-ce qu'il y a des moments où j'accueille la maladie en moi, où je suis tellement dans l'ennui peut-être de l'existence que j'ai besoin d'être occupé? Et cette occupation, fut-elle funeste, fut-elle néfaste, fut-elle dramatiquement irrévocable, est-ce que finalement, c'est pas elle aussi, curieusement, qui me maintient dans une forme d'existence où là, soudain, je me raccroche à la vie? Voilà, donc il se pose ces questions-là, ce qui fait qu'un jour, il frappe à différentes portes de scientifiques et puis il se retrouve face à une jeune femme qui va lui développer une théorie sur le rapport que nous entretenons avec nos corps, où elle lui dit que selon les âges de la vie, finalement, nous avons un rapport extrêmement différent avec notre corps. Il y a une sorte de négociation qui se fait parfois et qui nous fait passer par différentes étapes. Pendant des années, vous avez vécu avec lui, en parfaite osmose, dans un équilibre qui vous satisfait. Vous l'entreteniez du mieux que vous pouviez. Il vous procurait en échange ce que vous attendiez de lui au moment où vous l'attendiez, performance physique, amoureuse, plaisir alimentaire, sensations. Puis le temps a lentement érodé votre partenaire. Vous avez senti peu à peu sa présence, je veux dire sa marque, son usure, son défaut à vous suivre. Est apparu alors un sentiment amer de dissociation, comme dans le cadre d'une relation amoureuse qui, après avoir été idyllique, se dégrade. On finit par oublier les qualités de l'autre pour ne voir que ce qui nous agace. Voilà, c'est ainsi qu'est décrit un peu le rapport avec le corps. Je continue un petit peu. Quoi qu'il en soit, sitôt achevé les phases de croissance, le corps se fait oublier. Il est là, en parfait état de fonctionnement, obéissant à celui qui l'occupe et ne s'opposant jamais à lui. Je laisse de côté les atteintes sévères qui peuvent l'affecter, ce n'est pas l'objet de mes recherches. Au contraire, il lui offre l'étendue de ses possibilités, leur parfaite maîtrise que l'expérience et la connaissance de soi permettent d'acquérir. C'est un allié indéfectible. Et l'équilibre de cette relation donne l'illusion qu'elle pourrait durer toujours. Ce sont des pages magnifiques, hein, c'est 4 pages d'entretien. Si vous voulez, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec mes étudiants sur le corps pendant des années. C'est à la fois la relation qu'on a avec notre corps, la façon dont on le soigne, dont on le néglige, dont on le pare, dont on le décore, dont on le martyrise, etc., a toujours été centrale dans une réflexion que je mène depuis des années. Et là, j'ai essayé un petit peu de synthétiser différentes pistes que j'avais explorées comme ça dans un volet un peu plus universitaire de mon existence. Et notamment en partant d'une aventure d'enfance que je ne relate pas dans le livre, mais qui a été centrale pour moi. Quand j'avais 6, 7, 8 ans, je ne sais plus exactement, je ne comprenais pas pourquoi on m'avait mis dans ce corps-là et pas dans celui-là. L'enfant que j'étais ne se satisfaisait pas de ce tirage au sort qui m'avait glissé, moi, petit esprit pensant, dans cette enveloppe de chair et pas dans la vôtre, par exemple. Et la conscience que je ne pourrais jamais échanger me troublait beaucoup. Sans doute parce que j'étais un petit gars malingre, chétif, le plus petit de la bande et que mon corps ne me satisfaisait pas. Mais c'est une question que je me suis posée. Donc très vite, très tôt, j'ai eu la conscience que j'étais enfermé dans quelque chose. Enfermé dans un véhicule dont je ne pourrais jamais sortir, sauf le dernier jour. Et soudain, la conscience des deux, quelque part. C'est-à-dire qu'un esprit pensant et une enveloppe de chair. Et que cet esprit pensant était complètement tributaire et prisonnier de cette enveloppe de chair. Et donc, qu'il allait me falloir inventer une relation pour vivre en harmonie avec ce corps. D'où, alors, longtemps après, de façon romanesque, la théorie que cette jeune femme médecin développe. Elle dit oui, après les phases d'apprentissage, quand on est enfant, eh ben, on apprend à saisir, on apprend à marcher, on apprend à se servir de cet outil. Suit une longue période qu'elle appelle le corps amical, ce que vous avez lu, hein, où tout va bien. Il répond à toutes mes sollicitations, je peux courir très vite, je peux sauter en l'air, je peux manger tout ce que je veux, je ne suis pas malade. Et puis à un moment, le corps dit « Eh gamin, c'est moi qui commande. Tu sens comme tu as mal à l'épaule là ? Bah oui, tu te souviens, tu t'es cassé la binette il y a 25 ans, là. Bah, maintenant je te le fais payer. » Donc, et le corps se réveille, et là, cette phase, elle l'appelle le corps inamical, où le corps nous fait comprendre que c'est lui le maître. Puis,
Elle passe aux autres phases qu'elle appelle le corps hostile, le corps ennemi, jusqu'à la fin où c'est quand même lui qui décide de tourner le bouton. Et quoi qu'on en ait, malgré qu'on en ait, pour reprendre une expression du XVIIe siècle, malgré notre volonté, on n'y peut rien. C'est lui le maître. À quel âge vous avez accepté votre corps ? À quel âge ? Je pense que le sport m'y a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire beaucoup d'escalade, d'alpinisme, donc adolescence, sortie d'adolescence, où je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose avec mon corps, ça m'a été très utile. Et puis, quand j'ai compris aussi que malgré ce corps et le physique qui était le mien, je pouvais séduire des filles, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça a été les deux étant à peu près concomitants, je me suis dit, bon, ça s'arrange. Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose dans le livre, sur Eugène, parce que son cancer, il apparaît entre deux amours, parce que c'est un homme qui a toujours enchaîné des relations longues, puisqu'à chaque fois, il est tombé amoureux de femmes avec qui il a eu un enfant, 5 femmes. Mais là, son cancer intervient entre deux amours. Oui, c'est troublant. Ce qui m'intéressait, c'était de faire deux portraits d'hommes qui sont très dissemblables sur ce point-là, même s'ils sont très amis, comme on l'a dit. L'un, le narrateur, est quelqu'un qui a été marié, on l'a compris dans l'extrait que j'ai lu, avec une femme qui s'appelle Florence. C'est son ex-femme. Ils ont divorcé parce qu'à un moment, Florence lui a dit « Écoute, divorçons, parce que le vrai couple que tu formes, c'est avec Eugène, c'est pas avec moi. » Mais ils ont continué pour le moins à avoir une relation fixe. Ils se voient une fois par mois, ils discutent beaucoup, ils font l'amour encore. C'est à la fois tendre, sensuel et amical, mais c'est tout de même son ex-femme qui, elle, a refait sa vie de son côté. Et puis le narrateur semble se satisfaire de cette espèce de no man's land amoureux quasiment. À l'inverse, son ami a été un amoureux perpétuel. C'est un homme qui aimait les femmes, pour reprendre le titre de ce beau film de Truffaut avec Charles Denner, et qui était dans l'appétit, le besoin d'être constamment amoureux. C'est même pas d'aimer, c'est être amoureux. Mais comme ce sentiment d'être amoureux, on le sait, s'estompe à un moment, il se transforme, il devient de l'amour. Mais lui, ça ne le satisfaisait pas. Donc, chaque fois que Eugène sentait qu'il était un peu moins amoureux, il s'arrangeait pour tomber à nouveau amoureux. Et à chaque fois qu'il était amoureux, il faisait un enfant, donc il a une famille un peu à rallonge. Mais un jour, il n'est plus amoureux et il n'est pas encore de nouveau amoureux. Et dans ce vide, c'est là où la maladie intervient. Comme si finalement, ne pas aimer et ne pas être aimé était la situation de plus haute vulnérabilité de nos organismes par rapport à la maladie. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle arrive ce narrateur. Je vais vous demander, est-ce que vous y croyez, ça ? Oui, moi j'y crois. Alors j'y crois pas, c'est absolument pas scientifique, c'est absolument empirique. Hein. Mais c'est vrai, ce en quoi je crois, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas pire situation humaine dans une vie d'homme ou de femme, à la fois de ne pas aimer et de ne pas être aimé. Là, on est, me semble-t-il, dans un désert affectif, sentimental qui est terrible. Et sans doute, du coup, donc, la proie à beaucoup de pathologies mentales ou physiques. Il y a une scène absolument splendide dans le livre à la fin où le narrateur est avec Eugène, sort de l'hôpital et ils vont prendre un verre de manière fictive. Et là, Eugène rencontre Milan Kundera, qui rentre comme ça, qui est très vieux, je ne sais pas quel âge il a dans le livre, et il reste sans voix parce qu'il dit au narrateur « Nous ne serions pas là si je ne l'avais pas lu ». Toi et moi. Nous ne serions pas là, toi et moi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par dans le rapport au corps aussi, notamment ? Alors, il y a plusieurs choses. Eugène, c'est dans les derniers jours de sa vie, il est dans une unité de soins palliatifs, il sait qu'il va mourir, il demande comme dernière volonté à son ami de le faire s'évader 1 heure pour aller une dernière fois dans un café. Et c'est l'occasion pour moi de faire l'éloge des cafés, de ces lieux où effectivement on peut être seul à plusieurs, où peuvent naître des histoires d'amour, peuvent s'arrêter des histoires d'amour, on peut refaire le monde, parler politique, sport, boire du vin, regarder les autres, écrire, lire, ces endroits merveilleux que, semble-t-il, Eugène et le narrateur ont beaucoup aimé. Donc ils se retrouvent dans un café, alors pour le coup qui est absolument sordide, qui n'a rien de gracieux, qui est froid, inhospitalier, mais ils sont là, dans ce lieu qui est un café, en train de trinquer avec un mauvais verre de vin, sans forcément le boire, mais faire encore une dernière fois ce geste de célébration du vin, de l'amitié. Et puis entre un vieux couple, et là, Eugène a soudain le visage qui devient ébahi, et il dit « Mais tu ne reconnais pas, c'est Milan Kundera ». Et c'est l'occasion pour lui et pour moi
de dire ce que parfois des œuvres, il se trouve que c'est un romancier, ça aurait pu être un peintre, ça aurait pu être un cinéaste, enfin un artiste quel qu'il soit, les œuvres nous apportent. Parce que ce livre, je disais, c'est une célébration du vivant, et qu'est-ce que c'est qu'être vivant? De quoi sommes-nous faits? Nous sommes faits peut-être de la présence des grands absents, mais nous sommes faits aussi de livres, nous sommes faits de films, nous sommes faits de peinture, nous sommes faits de mots. C'est un hommage aux œuvres qui vous ont fait. Mais oui, on est constitué de ça. Et ce que dit Eugène, il dit, mais tu sais, cet homme-là qui est là, il a écrit des choses qui ont décidé de ma vie. C'est-à-dire que ces romans, s'il ne les avait pas écrits, si je ne les avais pas lus, je n'aurais peut-être pas fait ce métier, j'aurais pas eu envie d'être quelqu'un qui aide les créateurs, et toi et moi, on ne serait pas là à discuter. Donc c'est grâce à lui. Ma vie a été ce qu'elle a été grâce aux textes, aux mots, aux œuvres que cet homme a écrits. Donc c'est une façon à la fois de montrer que... Alors il a une phrase pour terminer cette scène, parce qu'il prend cette présence comme le dernier cadeau de l'existence, ce qui lui fait dire la terre est si petite et j'y étais si bien. Donc il y a ce corps du grand écrivain, physiquement incarné par Kundera, qui est dans le même espace, mais en même temps on sait bien que vous et moi, comme nous tous, Kundera un jour mourra. Mais quand il s'agit de grands écrivains comme ça, le corps véritable de l'écrivain, c'est pas son corps phisique. C'est le livre. C'est le livre. Et ce corps-là, il demeure. Vous allez donc demeurer, Philippe Claudel? Non. J'ai dit les grands écrivains comme Kundera. C'est pareil. Il faut savoir toujours... Vous avez le temps Il faut savoir quelle est sa place. Quel effet ce livre a produit sur vous, de l'écrire en tout cas, d'accompagner ces personnages, leur histoire, d'évoquer la maladie, la mort? Est-ce que ça vous a angoissé ou au contraire rendu plus serein? Je connais un peu la réponse en vous la posant. Oui, écoutez, ça m'a rendu complètement serein, plus serein encore, effectivement. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça apporte aussi beaucoup de sérénité à ceux qui le lisent. Là, ce soir, c'est peut-être la 40e rencontre que je fais depuis le début janvier, et les témoignages de lecteurs vont dans le même sens. C'est-à-dire que c'est rare qu'on ne sait jamais comment on va être lu. Il y a toujours l'espérance de prodiguer, de procurer ce qu'on a ressenti soi-même. En l'occurrence, ce passage, vous savez, quand j'ai commencé le livre, je commence, et puis au bout de quelques pages, je me dis « Oh, Claudel, ça y est, c'est rebelote ». Souvent, les gens me disent on aime bien ce que vous faites, mais c'est dur, quoi. Et là, je me dis ça y est, c'est reparti, la maladie, la mort. Voilà. Et peu à peu, quand je faisais ce voyage d'écriture, je sentais que ces thématiques âpres auxquelles je me confrontais me permettaient, comme on l'a dit depuis le début de cet entretien, d'être plutôt dans l'appréciation de la lumière et de faire en sorte que ces grands morceaux de noir soient bordés de lumière, et que nos vies se passent dans ces lumières-là. Et j'en concevais, et aussi peut-être par la grâce de l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture, c'est aussi une mélodie. Et ce texte-là, quand je l'écrivais, m'apparaissait d'une grande fluidité, d'une fluidité mélodique. Donc il y avait aussi ce plaisir à être dans cette langue particulière, dépouillée, sinueuse, sensuelle, qui me faisait me sentir bien. Ce qui apparemment aussi est ressenti par le lecteur. Donc voilà, quand j'ai terminé le livre, je suis toujours heureux de terminer un livre parce que ça me rend prêt pour le suivant. Mais quand j'ai fini celui-là, c'est vrai qu'il y avait une forme... alors ataraxie serait un mot un peu savant et un peu pompeux. Vous savez, c'était les philosophes stoïciens, le degré suprême de la sagesse, c'était d'atteindre l'ataraxie, donc le moment où justement tous les conflits internes sont résolus et qu'on est dans une forme de paix, comme ça, de sérénité absolue. Mais c'est vrai qu'il y avait ce sentiment quand même d'avoir utilisé ou absorbé des produits stupéfiants qui sont pourtant en vente libre, sans ordonnance, et qui ne laissent pas d'effet secondaire, sinon celui du plaisir d'écrire et aussi du plaisir de lire. Pour revenir au titre du livre, L'arbre du pays Toraja, est-ce que vous saviez en débutant l'écriture du livre qu'il y aurait autant d'arborescence? Parce que des fois, on lit les pages et puis on se dit, ça y est, on arrive au bout de la branche. Et non, en fait, il y en a une autre qui pousse. On pourrait presque le lire chapitre par chapitre, oui, et dans le désordre. Oui, non, là, je ne pensais pas du tout. Alors, je ne pensais pas que la structure du livre, finalement, allait être contenue ou plutôt générée par le titre. Parce que très vite, ça a été le titre du fichier, vous savez, sur mon ordinateur. Le livre s'est tout de suite appelé comme ça. Et je me suis rendu compte effectivement qu'il se structurait comme une arborescence, avec aussi des branches généralement qu'on ne relit pas. C'est-à-dire que c'est un roman, mais c'est aussi un roman hybride qui se nourrit beaucoup de cinéma, qui se nourrit aussi beaucoup de la forme de l'essai. Hein.
Donc il y a comme ça des branches un peu dissemblables, mais qui en même temps partent du même tronc. Et puis l'autre dimension que je ne mesurais pas, c'était combien cette pratique, qu'on a rappelée tout à l'heure des Toraja et de cet arbre, allait devenir métaphorique de tas de situations. C'est-à-dire, oui, nos corps sont des arbres du pays Toraja, les livres sont des arbres du pays Toraja, etc. etc. Donc cette symbolique, elle peut être déclinée presque à l'infini. Qu'est-ce qui vous fait en tout cas vous sentir le plus vivant? Est-ce que c'est la littérature? Quand je lis certains passages, comme vous dites, la littérature peut compter parfois plus que la vie, et aussi combien la littérature parvient à rendre la vie plus vivante, à la réanimer, à chasser en elle, et pour un temps donné, hélas, ce qui la ronge, la mine et la détruit. Oui, alors plus généralement que la littérature, l'art. L'art en général, hein, c'est-à-dire que nous sommes des créatures finalement qui avons des besoins assez limités. Boire, manger, dormir, se reproduire. Avec ces 4 éléments, on survit, hein, et l'espèce survit. Par contre, si on se contente de ça, on est dans un mode du vivant qui est relativement élémentaire. La vie devient justement une aventure exaltante quand elle se double d'une réflexion sur elle-même, une sorte de jeu de miroir que nous propose l'art. La littérature, la peinture, le cinéma, la photographie, l'architecture, la danse, l'histoire, etc. Toute forme de pensée de l'inutile, quelque part, c'est-à-dire de l'inutile par rapport à des fonctions basiques et premières. Donc l'homme, depuis qu'il existe, n'a eu de cesse, finalement, de se dédoubler et de s'inspecter, de s'observer, de s'enrichir par d'autres pratiques qui sont inessentielles. Lorsque les premiers hommes commencent avec des pigments à poser leurs mains sur des parois, à dessiner des bêtes, des scènes de chasse, ça peut être des vertus incantatoires, peut-être effectivement c'est pour espérer que la chasse soit bonne, mais en même temps c'est déjà une mise en scène de soi-même et de son existence. Donc très très tôt l'humanité a besoin de cela, et elle ne cesse ensuite de diversifier, d'amplifier, de préciser, d'enrichir ses modes artistiques. Et je pense qu'à la fois être dans une attitude artistique, soit de création, soit de consommation, c'est ce qui nous fait être plus vivants et plus hommes. C'est pour ça que sur le site de l'Académie Goncourt, dont vous êtes membre, je le rappelle, il est écrit, et ce texte est signé de vous, donc je relis, « Philippe Claudel joue épouvantablement de la guitare, peint, photographie ». Est-ce que c'est pour nourrir vos 2 autres arts que sont le cinéma et la littérature que vous pratiquez beaucoup, que vous pratiquez aussi ces autres arts, comme vous venez de le dire? C'est vrai que moi, c'est assez mal vu en France d'être un touche-à-tout. Alors, il y a des touche-à-tout de génie, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de toucher à énormément de choses pour essayer parfois de faire bien certaines choses. Et je ne pourrais pas concevoir la pratique de l'écriture détachée de toute autre forme d'art. Quand j'écris, je me sers de ce que j'ai pu emmagasiner dans des pratiques qui sont différentes, comme le cinéma, la photographie, la peinture, la musique, le sport même aussi. C'est-à-dire que tout devient synthétique. Et de la même façon, quand je fais un film, c'est nourri aussi par les autres approches artistiques. J'arrive pas... ça existe, hein, des créateurs qui sont complètement enfermés dans leur monde, dans leur création, ne regardant qu'eux et ne se nourrissant que d'eux-mêmes. Mais j'avoue que j'ai du mal à concevoir ça. D'autant que ce qui m'intéresse aussi dans l'art, en plus de ce qu'on a dit précédemment sur le fait que ça nous rend plus vivants, ça crée des communautés. C'est-à-dire que nous vivons ça ce soir, c'est-à-dire que des livres nous réunissent, des films, des œuvres d'art nous réunissent. C'est-à-dire que on lit seul, mais on parle des livres à plusieurs. C'est-à-dire que chaque expérience de lecture est une expérience intime, mais en même temps se forme une sorte de communauté, plus ou moins grande, plus ou moins universelle, reliée par la pratique d'un livre, la voix d'un auteur. On est au cinéma, on est dans ce que Godard, il a une très belle formule pour le cinéma, il dit que c'est un transport en commun. Et c'est joli comme expression. On est transportés ensemble par des émotions qui nous sont proposées au même moment. Et ce fait d'être ensemble dans une salle obscure ou une salle de concert, quand on assiste à un concert, c'est vrai que c'est participer comme ça à une communauté, une communion, une religion au sens étymologique, religuer, relier. Hein, on est relié par quelque chose. Et ça, c'est l'autre dimension de l'art. Il n'y a pas d'art égoïste. Ça n'existe pas. Un livre n'existe pas s'il n'est pas lu. C'est pour ça que c'est magnifique, les librairies, les bibliothèques, c'est les palais des belles au bois dormant. Il y a quantité de belles qui sont les livres,
On les prend, on les réveille, et soudain, il y a quelque chose qui se passe. Mais autrement, ces belles, elles peuvent dormir pendant des siècles. Elles n'existent pas encore, pas tout à fait. Elles sont dans une somnolence, et c'est le lecteur, donc c'est le geste humain qui, soudain, les éploie, les fait s'ouvrir, les réveille, les fait vivantes. Le narrateur dit au début du livre « J'ai depuis longtemps compris que nous ne faisons pas des films, mais qu'ils naissent de nous et se dessinent comme ils l'entendent au moment qu'ils ont choisi. » Est-ce qu'on peut dire la même chose des livres ? Je trouve, enfin c'est ce qui me plaît d'ailleurs, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse toujours, c'est d'être dans une absence de maîtrise de ce que je fais. Il y a des métiers qui demandent une grande maîtrise. Quand vous êtes en train de... Ça m'est arrivé d'aller filmer un ami neurochirurgien en salle d'opération, quand je préparais un film qui s'appelle Avant l'hiver, quand vous voyez les gestes du chirurgien, des infirmières, de toutes ces personnes qui sont dans une salle d'opération, là, il faut maîtriser absolument ce qu'on fait. Réparer un moteur de voiture, c'est pareil. Faire du pain, c'est pareil. On maîtrise son geste. Autrement, on fait du mauvais pain, on n'a plus de clients. Par contre, dans l'écriture, qui n'est pas un métier, qui est plutôt une attitude, ce qui m'intéresse, c'est de me laisser complètement déborder, de me laisser dépasser par ce que je fais, de ne pas prévoir, de ne pas maîtriser, d'être dans une forme de porosité, de perméabilité, d'abandon, qui fait que je ne réfléchis pas à ce que je fais et je me laisse dépasser par le texte. Il m'emmène là où il veut aller. Alors, le film, j'essaye de faire ça aussi, mais c'est plus difficile, parce que le film, c'est... Comme disait Malraux, le cinéma, c'est un art industriel. C'est un art, mais en même temps, qui est d'une économie lourde. Ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, dès lors qu'on vous donne de l'argent pour faire un film, on place aussi des garde-fous pour que vous n'en fassiez pas ce que vous voulez. Donc, c'est plus difficile, dans une création cinématographique, de laisser le film prendre de sa propre autonomie et puis aller là où il veut. Hein. On peut essayer, mais on est moins libre tout de même. Par contre, en littérature, on fait ce qu'on veut. On est dans... Alors, encore une fois, ça ne vaut pas pour tous les auteurs. Hein. Il y a des auteurs qui n'arrivent pas à écrire le premier mot de leur texte avant d'avoir le plan précis, millimétré, jusqu'à la fin de leur livre. Moi, j'avance, et j'avance toujours dans l'inconnu. Je ne sais jamais quelle va être la phrase suivante. C'est-à-dire que je suis, comme je le dis souvent, le premier lecteur de mes livres. Je me laisse surprendre, et il faut savoir que quand quelqu'un lit un de mes livres, au moment où il lit cette phrase-là, et au moment où moi je l'écris, je n'ai pas d'avance sur lui, je ne sais pas ce qui va se passer après. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est parce que je suis lecteur que j'écris. Donc, contrairement à Éric Emmanuel Schmitt, qui nous avait dit ici que ces livres étaient écrits dans sa tête avant qu'il ne les écrive, les couche sur un papier, vous, quand vous vous asseyez le matin sur votre table, dans votre maison d'enfance, parce que je crois que c'est là que vous écrivez encore le matin. Plus maintenant, mais... Plus maintenant, enfin c'était le cas avant. Vous savez absolument pas ce que vous allez écrire. Non. Aucune idée. Vous savez pas dans quelle direction va partir le roman. Non. Et d'ailleurs, les rares moments où j'ai une histoire entière qui me vient, eh bien, j'en fais une nouvelle, parce que j'arrive à vivre avec cette histoire suffisamment peu de temps pour qu'elle ne m'ennuie pas. Donc vous quittez votre roman et vous allez sur une nouvelle. Oui, voilà. Si j'ai une idée d'une histoire globale, et si je l'écris, ça va être une nouvelle. C'est-à-dire que je ne peux pas en faire un roman parce que ça m'ennuierait. J'aurais l'impression de transcrire quelque chose que je connais, ça ne m'excite pas. Et c'est la raison pour laquelle aussi je ne dis jamais ce que je suis en train d'écrire. Quand on me dit qu'est-ce que vous faites, je dis je ne vous dirai pas parce que je n'ai pas envie d'éventer. Déjà, j'en sais rien, et si je vous en parle, j'aurais plus envie de l'écrire. Donc, il m'est arrivé parfois d'avoir des romans entiers comme ça qui apparaissaient, où je voyais tout un cheminement, je ne les ai pas écrits, parce que je n'avais pas envie de m'ennuyer avec eux. Vous me les donnerez à la fin ? Si vous avez une clé USB qu'on peut greffer sur mon cerveau, volontiers. Ouais. Et vous dites que vous avez besoin d'avoir l'illusion que ce que vous écrivez ou ce que vous réalisez est neuf. Ça, c'est étonnant. Oui, parce que... Enfin, c'est paradoxal, si vous voulez, parce qu'on sait très bien que tout a été dit depuis qu'il y a des hommes qui écrivent et qui pensent, comme disait l'autre, donc on ne fait que redire. Mais comme disait Gide, tout a été dit, mais comme les hommes n'écoutent jamais, il faut toujours redire. Enfin, donc on répète, bien sûr, quand on réfléchit, il y a très peu de choses nouvelles qui se disent, donc on est dans une forme de reproduction, on est dans une forme d'ajustement par rapport à un temps et à un lieu aussi, parce qu'évidemment, l'aujourd'hui n'est pas l'hier. Donc il y a une forme de contingence du présent qui nous font produire des choses qui n'auraient pas pu être faites il y a 2 siècles. En même temps, profondément, si on s'intéresse à la nature humaine, je crois que la nature humaine change très peu, ou elle ne change pas.
Me semble-t-il, il n'y a pas de progrès concernant la nature humaine. On est fait d'une matière qui, me semble-t-il, n'a pas changé et ne changera pas. Donc, à partir du moment où on écrit sur ça, voilà, tout a été dit depuis très très longtemps. Hein. Il suffit de prendre l'Iliade et l'Odyssée pour la littérature occidentale, on a tout. Bon, mais en même temps, il faut quand même, si on écrit, se dire qu'on fait du neuf. Autrement, ça ne sert à rien. Donc, on est dans un mensonge à soi-même, dans l'espérance d'avoir une toute petite originalité, d'avoir un éclairage peut-être se déplacer de quelques degrés pour regarder les choses un tout petit peu différemment, de faire aussi jouer le langage avec une sonorité un peu neuve. Certains y réussissent, ce sont des génies. Il y en a quelques-uns par siècle comme ça qui arrivent à entrechoquer les mots et les thématiques et sortir des fulgurances, Rimbaud, Proust, Céline. Mais il n'y en a pas 50, il n'y en a en tout cas pas 600 en septembre, ni 600 en janvier. C'est clair. Est-ce que les moments où vous commencez à écrire le matin, est-ce qu'ils ressemblent toujours au bonheur, à des moments de bonheur, ou est-ce que c'est parfois la corvée ? Ah non, c'est jamais la corvée, parce que si c'était une corvée, je ne le ferais pas. Donc quand j'ai pas envie d'écrire, j'écris pas, tout simplement. Et quand j'écris, donc c'est quand je vous n'astreignez pas à un... Non. Il se trouve que c'est presque tous les jours, parce que j'aime ça. Et puis je suis toujours sur plusieurs textes différents en même temps. Mais il y a beaucoup de choses que j'écris qui n'arrivent pas à terme. Depuis des années, il y a un gros dossier sur mon ordinateur qui s'appelle « Avortement » au pluriel, où je mets tous les textes qui ne se terminent pas. Donc il y a des textes qui font 3 lignes. C'est un concept. Il y en a d'autres qui font 250 pages, des romans comme ça qui à un moment s'arrêtent. Et je ne cherche pas à les réanimer de force. Vous ne revenez pas dessus? Non. Mais je les garde parce que je me dis peut-être qu'un jour, je publierai tous ces romans plus ou moins longs, enfin avortés, avec une réflexion qui pourrait être une préface ou une postface, en me demandant mais pourquoi ceux-là ne sont pas arrivés à terme? Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Parce que c'est très mystérieux, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, et surtout quand c'est des choses déjà longues, vous voyez... 150 pages, oui, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, paf, le désir, la nécessité, l'envie, la flamme s'éteint? C'est aussi intéressant de se demander ça que de se demander pourquoi certains arrivent à terme. Mais vous tentez de la rallumer plusieurs jours ou... Non, parce que ça se fait progressivement. J'écris, puis soudain je me dis, ah, tiens, ça fait des semaines ou des mois que j'ai pas celui-là. Là. Puis je me rends compte que j'ai plus envie, quoi. Donc voilà. Avez-vous des questions pour Philippe Claudel? Qui sera le premier? N'hésitez pas, il est gentil, il fait pas peur. La première question gagne 3 000 € offerts par le Conseil général. On me l'a dit juste avant, là, je vous le dis. Ça, voilà. Ça j'avais vu, je vais la faire, celle-ci, c'est bien. Est-ce que certains d'entre vous ont lu le livre? C'est bien, vous n'êtes pas... Il n'y a pas d'être vénal ici, ça ne motive personne. Exactement. Quelqu'un a lu L'Arbre du pays Toraja ou pas? Non. Oui, non. Oui, j'ai vu un livre qui se levait au fond de la salle, alors peut-être que la personne veut s'exprimer. Est-ce que vous pouvez vous relever, si c'est possible, juste... J'ai vu le livre sortir des... Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez bien nous dire quelques mots sur votre lecture? Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je n'avais pas du tout prévu de prendre la parole. Mais c'est très bien. Je viens de le lire. Pendant la conférence? Pardon? Pendant la conférence? Non, la semaine dernière. D'accord. Juste après la mort de mon papa, donc je me suis sentie vraiment en osmose avec tout ce que disait Monsieur Claudel. Il a un petit passage sur sa maman. Il dit, en fait, excusez-moi Monsieur Claudel, mais j'avais l'impression que c'était vous qui parliez tout le temps, que c'était autobiographique. Donc j'en déduisais que vous aviez une maman, maison de retraite, etc. Et je trouvais tous ces passages vraiment délicieux parce que vous exprimez tout ce qu'on ressent, tout ce qui est difficile à exprimer, avec lequel on ne se sent pas toujours très bien, et en même temps vous retrouve, vous, en train de parler comme ça, et moi ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ce livre merveilleux, et je l'ai emmené avec moi ce soir pour le plaisir de vous écouter et de l'avoir dans la main. Voilà, c'est tout ce que je pouvais... Voilà. Merci. Mais écoutez, c'est... Ça me touche beaucoup ce que vous dites. Alors sur l'aspect autobiographique, tous les livres sont plus ou moins autobiographiques, vous savez.
ça ne naît pas hors sol, c'est forcément, ça sort d'une chair, d'une sensation, d'une conscience. Mais comme nous tous, j'ai beaucoup fréquenté ces lieux que sont les maisons de retraite pour y avoir accompagné différents membres de ma famille ces dernières années, depuis une dizaine d'années. Donc ce qui m'importait aussi dans ce livre, puisque c'est aussi, et peut-être surtout un livre sur le corps dans tous ses états, le corps malade, mais aussi le corps amoureux, le corps vivant, etc., il m'importait aussi d'écrire sur ces lieux où, revers de la médaille de l'allongement de l'espérance de vie, on sait très bien qu'il y a des pathologies qui naissent justement de l'âge qui augmente, et notamment tout ce qui concerne la maladie d'Alzheimer ou les équivalences. Donc ça m'intéressait d'écrire ce que j'ai vécu pour le coup, comme vous peut-être, ou comme d'autres ici, c'est accompagner quelqu'un dont le corps est encore là, mais dont l'esprit est ailleurs, ou est atrophié, ou n'est plus, ou en tout cas n'est plus dans un état de conscience qui permet à la personne de se rendre compte d'où elle est, qui vient lui rendre visite, et d'où ces pages où le narrateur va voir sa vieille maman et est à côté d'elle, voit vivre ce corps, caresse ses mains, mais s'interroge sur justement ce qui abrite encore ce corps et la façon dont on peut être à côté de quelqu'un qui est dans cet état, avec tout la mauvaise conscience qu'on peut développer, comme il essaye de l'expliquer, en disant qu'il est là, et en même temps il regarde sa montre. Il essaye d'estimer le temps décent de rester pour être un bon fils, tout en sachant que sa maman ne le reconnaît plus et qu'il n'y a plus de dialogue possible. Donc autant de questions ou d'attitudes ou de tourments qu'on peut avoir, nous tous, dès lors que nous fréquentons ces maisons où sont accueillies beaucoup de personnes qui sont atteintes de ces maladies, ce qui donne effectivement des scènes qui sont extrêmement troublantes, émouvantes, parce que quand on arrive dans ces lieux, que je fréquentais beaucoup quand j'étais gamin, parce que j'y créais des spectacles avec des copains quand j'avais 10-12 ans, on venait jouer une petite scène de Molière, on venait chanter, enfin on allait dans cette maison de retraite, et qui était encore une vraie maison de retraite, c'est-à-dire que c'était la maison où se retiraient des gens qui n'avaient plus envie de vivre seuls, mais qui avaient envie d'être avec d'autres, et qui étaient dans une forme de convivialité, de lucidité, alors que maintenant, avec cet âge, comme je le disais, qui s'est allongé, et ces pathologies nouvelles, ou en tout cas plus répandues, ces lieux ont changé. C'est des lieux de grand silence, de grande solitude à plusieurs, où la plupart des personnes sont là, enfermées en elles-mêmes, posées les unes à côté des autres, comme je le décris dans la scène, sur des fauteuils roulants, parce que c'est plus pratique de les transporter comme ça, avec un personnel qui, la plupart du temps, est extrêmement humain. Il ne s'agit pas du tout d'une critique, mais on est dans des lieux comme ça, d'où la vie semble s'être, comme une marée, semble s'être retirée, et ne reste que des corps qui continuent à être irrigués, avec des cœurs qui battent, mais avec des esprits qui semblent s'être absentés. Merci, madame. Quelqu'un d'autre veut poser une question ? Maintenant, on descend à 2 000 €. Vous ne l'avez pas enlevé de la page. Qui vous a donné le goût des mots, Philippe Claudel ? Est-ce que ce sont vos parents ? Mes parents étaient des... Alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est pas du tout des intellectuels. Ma mère était ouvrière textile, mon père était un ancien bûcheron qui passait par la Résistance, ensuite est devenu policier à la Libération. Mais c'est des gens qui s'étaient arrêtés au certificat d'études tous les deux, mais qui avaient l'admiration à la fois des maîtres et des grands auteurs. Mon père était plutôt passionné d'histoire, ma mère de littérature, de poésie. Ce n'étaient pas des grands lecteurs, mais ils avaient certaines connaissances. Et pour eux, les écrivains, c'était les grandes figures. Et quand ma mère parlait des écrivains, c'était Hugo, c'était Beaumarchais, c'était Rousseau, c'était Molière, etc. Et voilà. Donc j'ai vécu sous ces figures tutélaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, j'ai énormément de mal à me définir ou à me présenter comme écrivain. C'est un mot que j'utilise rarement pour moi, parce que pour moi, les écrivains, c'est ça, quoi. C'est les statues, là. Et bon, donc moi, je suis au pied.
Donc je préfère utiliser des périphrases, j'écris des livres, je suis un auteur, mais je me présente rarement comme je suis écrivain. Donc des gens qui avaient le souci de la culture, le souci du partage, qui avaient une confiance absolue en l'école, vécu vraiment encore pour leur génération comme une formidable chance pour des enfants comme moi qui ne naissaient pas dans des milieux favorisés. L'école permettait justement une ascension sociale. Il y avait un respect des maîtres absolu. Et j'en viens aux maîtres aussi parce que finalement, le premier qui me donne l'autorisation d'écrire, c'est un maître, un instituteur que j'avais en CM1, CM2, qui s'appelait M. François et qui était très Troisième République. Il terminait sa carrière avec nous en 70-71. Il l'avait commencé juste avant la Deuxième Guerre mondiale, très sévère, très austère. Mais il avait, alors il nous faisait découvrir les grands auteurs, on étudiait la poésie, il nous parlait de Hugo, Lamartine, Maurice Carême, Émile Verhaeren, etc. Et puis en même temps, une fois par semaine, il nous demandait de venir à l'école avec 2 vers de poésie que nous ayons écrits sur un sujet au choix. Donc que faisait cet homme finalement? Il nous disait, il y a ces auteurs, mais vous aussi, si vous voulez, vous pouvez écrire. Vous avez le droit. Vous voyez? Et ça, cette licence qui m'a été donnée, moi, petit gamin comme ça, d'une ville industrielle, d'un milieu modeste, cet instituteur m'a fait comprendre, sans avoir besoin de me l'expliquer, que j'avais moi aussi le droit d'écrire, que je pouvais écrire, que ce n'était pas réservé à des grands noms, à des morts, à des gens qui sont dans des manuels, mais que c'était une expérience du commun. Et ça a été vraiment... Alors, je n'ai pas formalisé ça tout de suite, sur l'instant, c'est après. Je me suis dit, mais mais nous tous, je pense qu'on doit énormément à quelques enseignants comme ça. Je parlais de chirurgie tout à l'heure, on est extrêmement reconnaissant à un chirurgien qui va nous sauver la vie. On a moins conscience de cette reconnaissance vis-à-vis des maîtres qui nous ont permis d'être ce que nous sommes. C'est pour ça qu'après j'ai voulu devenir professeur, moi, pour essayer de redonner ce qu'on m'avait donné, de transmettre le peu de choses qu'on sait. Comment on arrive à transmettre, à donner ce qu'on a appris, faire en sorte finalement que la chaîne humaine continue, parce que c'est ça la communauté des hommes aussi. Il faut qu'il y ait un savoir, que savoir il soit partagé, il soit transmis. Et peut-être qu'un des défis de notre époque, c'est de faire en sorte que ce savoir acquis par l'humanité ne réside pas seulement dans des machines, dans des disques durs, qui ne sont pas des hommes, mais soit toujours transporté par les hommes de façon à ce que ces hommes puissent les transmettre à d'autres hommes. Si on délègue notre savoir et notre connaissance à des machines, je pense que là, c'est la fin de l'humanité. Il faut que les machines nous aident à constituer, peut-être à transporter ce savoir, à le stocker, mais il faut toujours que ce savoir soit en nous, sinon c'est la fin de tout. Bonsoir. Je voulais vous demander pourquoi vous n'avez pas pris de pseudo, étant donné qu'il y a un écrivain, vous savez, au firmament, qui s'appelle Claudel. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas l'intention d'être écrivain au firmament, que c'est par humilité, ou parce que vous n'y avez pas pensé? Enfin, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que moi, dans mon carnet, il y avait marqué, pas P. Claudel, mais il y avait PH Claudel, mais on peut confondre. Merci. Alors, mon vrai nom, c'est Philippe Proust, mais j'ai pris un pseudo. C'est bien. Alors, ça, c'était juste pour plaisanter, mais la réalité, elle est tout autre. C'est que Claudel, c'est un nom vosgien. Vous tapez dans un sapin dans les Vosges, il y a 50 Claudel qui tombent. C'est un nom extrêmement répandu, très très commun. Quand les annuaires papier existaient encore, vous preniez celui de Nancy ou de la région, il y avait au moins 7 ou 8 Philippe Claudel. Donc c'est un nom d'une grande banalité. Il se trouve qu'il a été porté par un écrivain, mais en même temps, quand on est en Lorraine, c'est quelque chose qui est tellement répandu qu'on n'y fait pas attention. Il faut être dans une autre région de France pour que la question se pose, vous voyez. Donc moi, ça a été mon nom depuis l'enfance. En plus, je m'appelle Philippe Lucien Paul Claudel. Il se trouve que si on remonte la généalogie, il y a un lointain cousinage, mais comme
il existe un cousinage entre tous les Claudel, parce que le père de Claudel était originaire des Vosges, hein, même s'il en parle peu, mais donc c'est le foyer du nom, le village de la Bresse, près de Gérardmer. Mais pour un gamin, ça a été mon nom, donc pourquoi j'en aurais changé? C'est aussi simple que ça. Il n'y avait ni de modestie, ni de prétention, mais ça donne parfois des choses drôles. Je vais vous dire deux anecdotes. L'une, c'est que quand, à l'issue d'une rencontre comme la nôtre, quand il y a des personnes qui veulent se faire dédicacer les livres, une fois ça m'est arrivé, deux fois ça m'est arrivé, en fait, quelqu'un vient devant moi avec le soulier de satin. Vous pouvez me le signer, s'il vous plaît? Alors, dans ce cas-là, deux options. Soit la personne se fiche de votre gueule, soit elle est complètement sincère. J'aime pas faire de malheureux, et j'aime pas trop passer pour un con. Donc, dans les deux cas, j'ai pris le livre, j'ai mis une dédicace et j'ai signé Paul Claudel, et la personne est repartie avec, tranquillement. Si c'était un moqueur, bah, il en a été pour ses frais. Et puis si c'était quelqu'un de sincère, bah, il est en train de dire dans des repas, mais si, j'ai le soulier de satin en folio dédicacé par Paul Claudel. Voilà. Et puis, la deuxième anecdote, elle est plus récente. Elle était je la trouve encore plus drôle. Il y a un mois, comme je suis toujours entre deux trains ou deux gares, souvent il y a un taxi qui m'attend en tête de train, avec un panneau, avec mon nom, comme ça. Et donc, à Gare de l'Est, l'autre jour, un monsieur m'attendait avec monsieur Claudel. Je dis, ben voilà, c'est moi. Il me dit, vous êtes parent avec Paul Claudel? Alors, je lui dis, oui, mais c'est loin, ça n'a pas un grand intérêt. Ah, oui. Il me dit, il n'écrit plus trop en ce moment. Alors, je lui dis, non, plus beaucoup. Et donc, tout en marchant dans la Gare de l'Est, et il me dit, et pourquoi? Ah bah, je lui dis, il est un peu mort. Oh! Et là, le gars s'arrête. Il est mort! Comme si je lui avais appris que Paul Claudel était mort il y a 2 jours, quoi, hein. Il est mort! Et je dis, oui. Quand? Il me fait. Alors, j'ai dit, écoutez, de mémoire, en 51 ou en 55, je sais plus trop. Alors, il a éclaté de rire, quand même. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions ou pas? On va terminer là-dessus. C'était un bon moment pour terminer, en tout cas, cette rencontre avec Paul Claudel. Merci beaucoup.